des techniques de gestion. Alors les diversifications, justement, c'est un sujet qui est particulièrement important. C'est le b.a.-ba dans la gestion d'un portefeuille. Pour prendre un exemple peut-être un peu choquant, lorsqu'en Chine, on construit un portefeuille diversifié, dedans, on met 3 à 4 sociétés différentes. Et en Asie, en Chine, on considère que c'est un portefeuille diversifié. Alors, je vous invite les uns et les autres à ne pas vous montrer trop critique. Parce qu'il m'est arrivé au cours de ma déjà longue carrière de formateur d'intervenir dans des sociétés cotées auprès d'actionnaires salariés qui m'expliquaient que leur portefeuille était finalement construit autour d'une valeur. La valeur dans laquelle ils travaillaient et pour eux, ils considéraient, ainsi que nous le démontrent un certain nombre d'études réalisées aux États-Unis auprès des actionnaires salariés, que le fait d'investir dans l'unique société dans laquelle on travaille, c'est en tout état de cause pour les salariés actionnaires un investissement moins risqué qu'en investir en bourse, globalement. Alors je crois qu'entre ce que pense l'investisseur chinois et l'investisseur actionnaire salarié en France ou aux États-Unis, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. Bien, je voudrais simplement expliquer ici qu'il y en a quelques-unes et que la diversification est malgré tout une vertu cardinale pour un portefeuille pour éviter d'augmenter le risque de son portefeuille, d'augmenter le risque par rapport au risque du marché action. Par contre, j'expliquerai aussi, ça sera peut-être un bémol, qu'après les périodes de stress intense que nous avons connues au cours de ces dernières années, fin de la zone euro ou pas fin de la zone euro, explosion de la planète financière ou pas explosion de la planète financière, un certain nombre d'actifs qui permettaient de diversifier les portefeuilles n'apportent plus forcément les mêmes services. Et que cela rend très certainement la diversification d'un portefeuille en 2012 plus compliquée qu'elle ne l'était dans les années 2000, par exemple. Nous allons aborder ces différents sujets en ayant comme objectif de revenir sur les performances passées des classes d'actifs sur la durée, pas forcément 10 ans, pas forcément 5 ans, mais pas forcément 50 ans non plus, de revenir sur les principaux risques présentés par les classes d'actifs. Par risque, nous entendons à l'école de la bourse non seulement le risque de baisse, mais le risque de hausse, c'est un peu symétrique. Les deux sont associés. Les deux sont difficilement dissociables. Et puis nous reviendrons sur ces règles de diversification d'un portefeuille dont certaines n'ont pas rendu tous les services qu'on aurait pu espérer d'elles. Alors aujourd'hui, et en introduction, je voudrais réaffirmer ici que l'on peut diversifier facilement son portefeuille. Le diversifier, bien sûr, assez classiquement à travers les valeurs mobilières que l'on connaît toute éternité, les actions et les obligations, mais aussi à travers les produits monétaires qu'on a un peu oubliés, qui existent encore aujourd'hui, qui pourraient un jour à nouveau redonner et aider dans la diversification de portefeuille. À travers les actifs physiques, on peut acheter via des sociétés cotées de l'immobilier, mais aussi de matières premières. Et d'une certaine manière, l'accès aux classes d'actifs matières premières est une relative nouveauté dans la gestion de portefeuille, dans la diversification d'un portefeuille pour un particulier. J'ai sous-entendu que l'accès aux actions des sociétés européennes ou étrangères était quelque chose de relativement facile. Je nuancerai mon propos en disant qu'il est toujours aussi onéreux ou relativement encore onéreux d'aller acheter des grandes valeurs américaines sur le Nasdaq, par exemple, parce qu'on accumule toute une série de frais. Notre intermédiaire n'a pas forcément son siège sur le Nasdaq, il est obligé de solliciter un autre intermédiaire, et on a toujours les éternels problèmes de où se trouvent déposés les titres. Est-ce qu'ils sont gardés aux États-Unis, est-ce qu'ils sont gardés en France, quels sont les frais de transfert, les frais des uns et des autres. Donc l'accès aux valeurs étrangères en théorie est très ouvert, en pratique il reste relativement onéreux et relativement difficile à effectuer.
La grande nouveauté, je l'ai déjà dit, je me répète, c'est que la possibilité pour un particulier d'accéder à de nouvelles classes d'actifs, qui sont celles par exemple liées aux matières premières, pas seulement l'or, mais aussi les matières premières classiques, les matières premières agricoles, c'est aujourd'hui plus facile. Je ne veux pas pour autant dire que si c'est plus facile, ce n'est pas sans danger. C'est aussi, bien entendu, lié à un certain nombre de règles du jeu. On y reviendra. Voici, prenant une base qui est celle de 1987, l'évolution de quelques grandes classes d'actifs. Alors pas toutes, bien sûr. Ce sera illisible, notre graphique. Mais ici, tiré d'un rapport de l'autorité des marchés financiers, nous avons repris ce graphique qui laisse apparaître en rouge l'évolution que l'on connaît bien des actions françaises avec dividendes réinvestis. En bleu, les mêmes actions sans dividendes réinvestis. En vert, le grand concurrent du marché des actions ces dernières années, y compris depuis 1987. Non, ce ne sont pas les motos. Ce sont les emprunts d'État, 7-10 ans, coupons réinvestis, revenus réinvestis. On a fait apparaître, pour la beauté de la chose, l'évolution de l'immobilier parisien, en marron-violet. Vous voyez? On voit très bien le crack du milieu des années 1990 dans l'immobilier parisien, pas loin de moins 40%, entre la période la plus haute du début 90 et la période la plus basse, qui doit être en 97-98. Et puis, là encore, parce qu'on sait que les uns et les autres sont de plus en plus attirés par l'or, l'évolution de l'or en jaune, c'est assez classique, dont on s'aperçoit finalement qu'on l'avait oublié entre le début des années 80 et puis l'année 2006-2007. On va dire ça comme ça pour être sympathique. Alors on avait oublié l'or parce que l'or ne rendait plus aucun service. Je m'explique. L'or avait une place éminente dans le portefeuille des Français dans les années 60-70, tout début des années 80. Cette place éminente était généralement remplie par des mines d'or ou par des SICA aurifères. On n'évoquera pas ici les lingots, les pièces d'or qui dorment au fond des coffres, mais qui n'apparaissaient pas dans les portefeuilles, qui étaient bien dans le patrimoine. Qu'est-ce qui faisait que les Français étaient, avec les hindous, l'un des deux peuples les plus attachés à l'or? L'inflation. L'inflation des années 60-70 donnait à l'or une importance tout à fait grande dans le patrimoine des Français parce que sa revalorisation ou ses performances lui donnaient, j'allais dire, la réputation de défendre l'épargne contre le grignotage de l'inflation. À l'époque, je le rappellerai, l'or était quasiment la seule classe d'actifs permettant de lutter contre l'inflation. Je m'explique. Aujourd'hui, je connais au moins deux autres possibilités de profiter de l'inflation, de lutter et de profiter de l'inflation. La première possibilité s'appelle les SICAV monétaires, court terme ou les SICAV monétaires. Celles-là qui sont totalement gouvernées par les hausses ou les baisses de taux de la Banque Centrale Européenne, dont on rappellera ici que l'objectif, pour le moment, l'objectif principal, c'est de lutter contre un retour trop important de l'inflation, avec cet objectif moyen de 2% d'inflation annuellement. Si jamais l'inflation devait revenir sous nos latitudes, vous pouvez compter sur la Banque Centrale Européenne pour monter ses taux d'intérêt. Et donc pour voir la rentabilité des SICAV monétaires court terme ou des SICAV monétaires, deux cousines, profiter de cette hausse des taux de la Banque centrale. Deuxième outil particulièrement efficace qui permet de lutter ou de profiter d'un éventuel retour de l'inflation, les obligations assimilables du Trésor, les emprunts d'État, indexés sur l'inflation. On rappellera ici que depuis une bonne dizaine d'années, chaque fois que l'agence France Trésor lance son programme d'émission d'obligations d'État, 80% des émissions de l'État français sont réalisées sous forme d'obligations à taux fixe et 20% le sont sous forme d'obligations indexées sur l'inflation. Il existe aujourd'hui non seulement
sur le marché secondaire des possibilités d'investir sur les obligations indexées sur l'inflation, mais il existe aussi des SICAV et des fonds communs qui sont spécialisés et qui possèdent uniquement des OATI, et qui sont donc finalement des véhicules aptes à faire face à un éventuel retour de flamme de l'inflation. Donc l'or a disparu de nos écrans radars au début des années 80, parce que l'inflation a été réduite quasiment à sa plus simple expression. On rappellera ici qu'en 1981, on atteint en France le pic de l'inflation officielle constatée par l'INSEE, avec des taux supérieurs à 10%. À l'époque, les obligations d'État étaient émises à 14,5%. Aujourd'hui, elles sont émises à moins de 2% sur 10 ans de durée de vie. On voit donc le chemin parcouru, on y reviendra tout à l'heure. Cela explique en grande partie pourquoi la performance des obligations d'État coupon réinvesti est une performance qui est quasi égale à celle entre la période 1987 et 2011 des actions françaises dividendes réinvestis. C'est-à-dire que le capital de 100 était multiplié par 4 sur la période. Voilà. Soit 413 ou 400, c'est la même chose, une chose près. Donc l'or disparaît des écrans radars parce que l'inflation n'est plus au rendez-vous. Alors qu'est-ce qui fait tout à coup sortir l'or, j'allais dire presque de son anonymat, c'est un mauvais jeu de mots, comment dirais-je, qu'il fait revenir sur le devant de la scène et qu'il fait grimper un peu après les périodes de stress importantes, crise des subprimes en 2007, faillite de Lehman Brothers, la banque américaine, en 2008. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que ce qui fait revenir l'or sur le devant de la scène, c'est la création monétaire aux États-Unis, en Europe, au Japon. Qu'est-ce que c'est que cette création monétaire? Eh bien, c'est tout simplement la volonté des banques centrales de créer de la monnaie banque centrale pour, ici, aider leur État à se financer. C'est la Federal Reserve américaine qui crée quelques milliards de dollars pour acheter, souvent à l'émission, des obligations émises par l'État américain. C'est de plus en plus la même chose en Europe, même si ce n'est pas sur le marché secondaire, c'est pas le marché primaire, sur le marché secondaire. C'est aussi la volonté de la Banque Centrale Européenne d'apporter des liquidités suffisantes à l'ensemble des banques commerciales européennes. Et c'est la volonté de la Banque du Japon, tout récemment, la semaine dernière, qui annonce elle aussi la création monétaire pour faire baisser la valeur du yen et permettre aux sociétés exportatrices japonaises de reprendre un petit peu leur envol. Donc, qui dit création monétaire dit une sorte de doute de la part des épargnants sur la valeur de la monnaie. Que vaut le dollar? Que vaut l'euro? Que vaut le yen? Eh bien, cette méfiance vis-à-vis de différentes monnaies, elle se traduit par, je crois, un investissement marqué sur l'or, qui apparaît tout à coup, une sorte de roue de secours. J'ai plus confiance dans mes dollars, je vais acheter un peu d'or. J'ai plus confiance dans mes euros, j'ai plus confiance dans mes yens. Eh bien, je vais peut-être remplacer une partie de mes placements dans ces monnaies par un placement dans l'or, dont on se souviendra quand même qu'il est exprimé en dollars. Voilà pour le retour de l'or à une meilleure fortune, en tous les cas le retour de l'or sur nos écrans radars. Que dire encore? Peut-être insister sur l'événement principal de cette période, la baisse du taux d'inflation en rouge. Là, on a repris le niveau de l'inflation en décembre 88 et le niveau qu'il a atteint ces dernières années. La baisse est moins spectaculaire que ne l'était depuis 1981, mais peu importe. Et on a en regard en bleu la baisse des taux des emprunts d'État à 10 ans. Là, mesdames et messieurs, ça c'est le phénomène principal qui dit baisse des taux des obligations à taux fixe, dit plus-value sur les dites obligations à taux fixe, et ça fait, mais vous savez aussi bien que moi, les beaux jours des contrats d'assurance vie investis pour une très très large majorité en euros. Alors, la vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour les obligations à taux fixe. Je rappellerai ici qu'en 1994, on le voit d'ailleurs, en 1994, on voit une remontée de la courbe bleue
partant d'une décision de la Fédérale Réserve américaine de remonter ses taux d'intérêt pour ralentir un peu l'économie américaine et éviter le retour de peut-être d'une période, elle aussi, un peu marquée par l'inflation. C'est l'ensemble de la courbe des taux aux États-Unis qui a remonté. Et quand vous faites remonter les taux d'intérêt des obligations à 10 ans ou à 5 ans ou à 30 ans, ben on appelle ça un crack. C'est-à-dire que si dans les semaines qui viennent, en 1994, l'année a été marquée par plusieurs hausses de taux d'intérêt de la Fédérale Réserve et une remontée généralisée pendant cette année-là des taux d'intérêt sur le marché obligataire, eh bien, tout le stock, toutes les émissions d'obligations précédentes ont subi une moins-value. On appelle ça un crack. J'ai parlé du crack de l'immobilier parisien, maintenant je parle du crack obligataire, et je dis que toutes les classes d'actifs peuvent être soumises à ce stress intense. On a perdu en 1994, de mémoire, la performance des SICAV obligataires investis en obligations d'État à 10 ans de durée de vie, on a perdu 10%. Ça vous donne une idée de ce que ça peut représenter en termes de perte de valeur ou de choc sur la performance. Et puis ensuite, le choc, une fois absorbé, dès l'année 99, dès l'année 95-96, eh bien les taux sont repartis à la baisse avec relativement peu de remontées et une tendance générale, vous le voyez sur la courbe bleue, tendance générale caractérisée par cette baisse des taux qui a permis donc à tous les placements en obligations d'État ou d'obligations d'émetteurs privés de bénéficier d'importantes plus-values et qui a permis aux contrats d'assurance vie d'annoncer chaque année des résultats tout à fait satisfaisants, en tous les cas positifs. Et même de plus en plus positifs dans la mesure où l'inflation était de mieux en mieux maîtrisée. Alors, l'indice CAC 40, ici nous vous le présentons là encore depuis 87 et arrêté en décembre 2011 sur sa version publique, c'est-à-dire en indice de prix, plus et moins value uniquement. Je crois malgré tout qu'il conviendrait de raisonner sur cet indice en rouge où l'on tient compte du dividende réinvesti. On rappellera quand même qu'une action, c'est une évolution plus ou moins favorable en fonction des résultats de la société, en fonction de toute une série d'éléments. C'est un dividende plus ou moins important. C'est deux choses, pas une seule chose. Et donc, il me semble que les indices dividendes réinvestis donnent une meilleure image de la performance réelle d'un placement en action. On oublie souvent les dividendes, encore que aujourd'hui on les oublie moins, mais généralement on les oublie. On a l'impression qu'ils comptent pour peu de choses dans l'évolution d'un portefeuille. Bien, mesdames et messieurs, toutes les études réalisées par les universitaires sur plusieurs années, sur les actions tant américaines qu'européennes qu'asiatiques, démontrent que le dividende est important dans l'espérance d'enrichissement que l'on peut attendre d'un investissement en action. Donc, mesdames et messieurs, ne négligez jamais le dividende. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette performance dividende réinvestie? Parce que vous avez des portefeuilles, des PEA, vous ne réinvestissez pas chaque dividende systématiquement, et puis vous auriez peut-être tendance à réinvestir dans chaque action qui aurait distribué un dividende. Ce n'est pas comme ça que le comité scientifique qui gère l'indice CAC 40 a décidé de poser ses règles. Chaque action appartenant au CAC 40 qui paye son dividende, eh bien le dividende est pris et réinvesti dans l'ensemble des 40 valeurs constituant le dividende, à due proportion. Si Total représente 12% du CAC 40, eh bien le dividende de France Télécom va être investi à hauteur de 12% dans Total, etc. pour BNP, LVMH et toutes les sociétés constituant le CAC 40. L'intérêt de cette méthode, c'est tout simplement qu'on ne change pas le poids relatif de chaque composant. Et donc, d'une certaine manière, on n'a pas de rupture dans le calcul de notre indice.
Le DAX 30, lui, est calculé un peu différemment. Il y a un réemploi de chaque dividende dans chaque société, Siemens ou Allianz, qui aurait payé un dividende. Et donc en fin d'année, il faut réajuster l'ensemble des 30 valeurs. Ce n'est pas le cas pour le CAC 40 qui, lui, réinvestit les différents dividendes payés par les 40 valeurs dans le portefeuille constitué par les 40 sociétés du CAC 40. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Lorsque vous comparez une performance, celle de vos portefeuilles, celle d'un fonds commun d'épargne salariale, vous soyez détenteur, d'une SICAV, d'un fonds commun, pour peu que l'indice de référence soit le CAC 40, prenez bien le CAC 40 dividende réinvesti. Alors, où allez-vous trouver le CAC 40 dividende réinvesti? Bien sûr, le site de Nice Euronext Paris, Bourse de Paris. Vous trouverez à la rubrique indice, bien entendu en anglais CAC 40, avec les évolutions et même les graphiques du CAC 40 tel qu'il est médiatisé, en bleu, l'indice de prix, et le CAC 40 tel qu'on devrait, sinon médiatiser en tous les cas, tel qu'on devrait en tenir compte, le comparer avec les dividendes réinvestis. Bien. Alors, tout ça c'est bien gentil d'évoquer le passé, mais que se serait-il passé si, ainsi que nous l'indique ce tableau, quelle aurait été la performance de mes investissements dans les différents indices ou différents marchés? Eh bien, tout dépend de l'année où vous êtes rentré en bourse, bien entendu. Ce graphique, si on regarde la courbe rouge, qui est la courbe la moins défavorable sur le marché action, laisse apparaître que, bien entendu, il y a eu des années où il valait mieux rentrer en bourse et d'autres où il valait mieux s'abstenir. On y reviendra tout à l'heure. Comme par hasard, les années où les marchés ont monté depuis déjà quelques temps et attirent de plus en plus d'investisseurs, de plus en plus d'actionnaires, sont des marchés qui deviennent des marchés formant une sorte de bulle. Et bien entendu, que ce soit les années 2000 ou que ce soit les années 2007, eh bien, on a forcément des périodes bien difficiles après. Donc la date d'entrée est une date qui une forme de ségrégation. Je suis rentré au bon moment, je peux encore dire que j'ai eu des performances en moyenne positive. Je suis rentré au mauvais moment, eh bien je suis vraiment très mal placé et je ne veux plus en entendre parler. Où sont les risques aujourd'hui, puisqu'on vient de parler de bulles? Bien, sur les placements obligataires, je reviendrai sur d'autres éléments. Il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui reste, les risques principaux sur un marché comme le marché obligataire, ça tient peut-être à deux expressions, le risque de taux, le risque de signature. Le risque de taux, c'est une remontée des taux. On évoquera simplement les annonces des banques centrales indiquant qu'elles vont maintenir pendant encore quelques mois, voire un an et demi, voire plus, une politique accommodante visant à maintenir les taux d'intérêt de leurs États respectifs les plus bas possibles. C'est le cas aux États-Unis. On vient de décider d'une nouvelle politique de QE3, Quantitative Easing, facilité monétaire, mais pour la troisième fois, la Federal Reserve continue de créer de la monnaie banque centrale qui va être particulièrement destinée à aider l'État américain à placer sa dette. J'ai évoqué la même politique qui a été décidée tout récemment par la Banque du Japon, et puis on a en tête les uns et les autres cette décision assez récente de la Banque Centrale Européenne, qui consiste, alors la technique est un peu différente, à intervenir sur le marché secondaire des emprunts d'État de tel ou tel pays qui ferait la demande d'une aide spécifique auprès de la Banque Centrale Européenne. Laquelle Banque Centrale Européenne, on pense aux pays du sud de l'Europe, laquelle Banque Centrale Européenne, dans ce cas-là, demanderait aux pays de respecter peut-être de nouvelles formes de discipline budgétaire, et en tous les cas interviendrait en achetant sur le marché secondaire des obligations émises par l'État sur des durées de vie qui seraient assez courtes, 1 à 3 ans, ce qui, la simple annonce, a suffi d'ailleurs à faire baisser mais assez significative les taux d'intérêt sur cette durée de vie.
Ce que souhaite la Banque Centrale Européenne en intervenant de cette manière-là, c'est d'abord de respecter les règles du jeu qui lui ont été fixées, de ne pas entrer en conflit frontalement avec l'Allemagne et d'apporter une aide tout simplement au financement, bien sûr, des pays qui en feraient la demande, d'obtenir d'eux un engagement, encore de respecter une certaine discipline budgétaire. Les termes restent à définir, restent à négocier, et en même temps, en intervenant sur cette partie courte de la courbe des taux, d'obtenir sur l'ensemble de la courbe des taux, y compris sur le 10 ans, une certaine baisse. Voilà pour la Banque Centrale Européenne. Alors, risque de signature, c'est le deuxième risque que j'ai cité. Ici, il y a un exemple qui est General Motors qui date un peu. On a tous en tête, bien entendu, l'exemple grec. Bien, le risque de signature, il n'est pas que théorique. Je rappellerai, mesdames et messieurs, qu'au cours de notre déjà très longue histoire financière, nous avons tous connu, au cours de la première mondialisation, 1870-1914, ça c'est pour les générations qui nous ont précédé, mais aussi depuis quelques... je veux dire, sans interruption vraiment, on rappellera ici les difficultés rencontrées par toute une série de pays, qui soient de l'Équateur au Mexique, en passant par toute une série d'autres pays qui, à un moment donné, ont fait défaut sur leurs dettes. Alors, ce n'étaient pas des pays européens, bien d'accord, et la détention des titres était généralement réservée à quelques institutionnels, plutôt anglo-saxons, donc on n'a pas vraiment été touché par ce genre d'événement. Mais voilà, un risque de signature, même dans un État, pour un État, ça existe. On vient de revisiter tout cela. Alors, risque de liquidité, je passe rapidement. En règle générale, que ce soit les gestionnaires qui gèrent vos contrats d'assurance vie, ceux qui s'occupent de vos SICA, vos fonds communs, y compris en épargne salariale, se concentrent sur des signatures de bonne qualité et liquides. Donc, on va un peu oublier ce problème de risque de liquidité. Sur les actions. Alors, je ne reviendrai pas longuement sur les histoires déjà bien connues d'éclatement de la bulle technologique, où j'insisterai plus sur les problèmes de tendance ou de mode. J'insisterai plus sur les problèmes problèmes de tendance ou de mode, parce que j'ai l'impression qu'on est aussi dans un phénomène de mode aujourd'hui. On rappellera que la bourse adore ou déteste, mais successivement, que ce soit les valeurs financières ou les valeurs du secteur de l'énergie, ça va très vite, des effets de mode. On rappellera que la bourse adore ou montre que l'évolution extrêmement performante de certains pays, comme les pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde ou la Chine, ont pu laisser espérer aux uns aux autres des performances extraordinaires sur les marchés financiers. On rappellera aussi que l'évolution de ces marchés est aussi heurtée dans l'autre sens. Aujourd'hui, les investisseurs chinois désespèrent de voir les autorités chinoises prendre des décisions visant à redonner un peu d'espoir dans le marché action des sociétés chinoises. On voyait que partout, les phénomènes de hausse et de baisse se succèdent. Alors, je terminerai peut-être sur 3 ou 4 phénomènes à propos du risque lié aux actions. La conjoncture. Alors, bien entendu, le marché action se sent pousser des ailes quand la croissance est au rendez-vous. On se souviendra avec émotion des années 2005, 2006, 2007 et tout début 2008, où la croissance mondiale était au rendez-vous. Plus de 100 pays connaissaient une croissance de leur produit intérieur brut supérieure à 5%, et donc on avait partout des résultats quasiment historiques au niveau de l'activité dans quasiment tous les secteurs. On n'a pas tous les jours, on n'a pas tous les ans, on n'a pas systématiquement de période de croissance économique mondiale forte. On est en train d'observer, de tenter, tant au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau des gestionnaires, on est en train d'essayer de déterminer ce que seront les perspectives de croissance économique de la vieille Europe l'année prochaine.
Et les chiffres que l'on entend sont comme cette pluie un tout petit peu attristant. Pour autant, ce n'est pas parce que l'Europe ne connaît pas de croissance économique de bonne qualité, en tous les cas n'en connaîtra certainement pas en 2013, peut-être même en 2014, que dans le reste du monde, le ralentissement économique est programmé partout. Pas le cas. C'est pas le cas parce que même si la croissance chinoise est à 7 ou 8% au lieu de 10%, ça reste une croissance de très bonne qualité et tout à fait significative. Même chose pour d'autres pays comme le Brésil ou d'autres pays d'Amérique latine. Les taux d'intérêt. Là, il ne pleut pas sur les taux d'intérêt. Il fait très beau. Ils sont très bas. On parle même aujourd'hui, ça ce sont plutôt les investisseurs institutionnels qui évoquent ce terme, de répression financière. Pas policière, financière. Qu'est-ce que c'est que la répression financière? Eh bien, c'est la volonté objective et partagée des pouvoirs publics au sens large, des États, des ministres des Finances, des banquiers centraux, de maintenir l'ensemble de la courbe des taux, tant les taux courts que les taux longs, à un niveau très bas, pour permettre aux États qui doivent se financer, de se financer le moins cher possible. Ça, c'est plutôt bon pour ceux qui s'endettent, mais ceux qui prêtent, mais ceux qui investissent, mais ceux qui épargnent, pour eux, effectivement, c'est pas la même chanson. Pour eux, on peut parler de répression financière. Alors, combien de temps est-ce que les pouvoirs publics peuvent maintenir les taux bas? J'en sais rien. Mais leur volonté est de continuer à maintenir ces taux relativement bas pendant une période de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Le temps, imaginez bien que, les différentes économies se relèvent, trouvent de nouveaux modèles de croissance, et deux, bien entendu, avec l'objectif, au niveau de ces taux bas, de soulager les États déjà fort endettés et d'alléger la facture des taux d'intérêt. Je lisais ce matin dans le journal qu'à ce jour, l'État français n'avait jamais en moyenne emprunté à un niveau aussi faible. C'est une bonne nouvelle pour notre budget. Et c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des budgets de tous les États qui bénéficient de cette répression fiscale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le marché des actions, à travers les dividendes, rapporte plus que le marché obligataire à travers les intérêts. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le marché des actions. Et une pas très bonne chose pour le marché obligataire. Le taux de change. Le taux de change, moi j'ai un peu l'impression, depuis que je suis en bourse, s'il y a bien quelque chose qui est difficile à prévoir, encore plus difficile à prévoir que la croissance économique, c'est l'évolution des taux de change. Quel est l'avenir de l'euro? Quel est l'avenir du dollar? Quel est l'avenir du yen ou du franc suisse? Eh bien, qui aurait pu dire, mesdames et messieurs, que le franc suisse serait dévalué? Et pas grand-chose, hein. Serait dévalué avec apparemment la volonté de la Banque nationale suisse, depuis août 2011, de maintenir une parité qui est tout à fait connue par l'ensemble des investisseurs, 1,20 francs suisses pour 1 euro. Voilà une parité qui permet aux sociétés exportatrices suisses de continuer à exporter. Et cette parité semble être aujourd'hui la ligne de front sur laquelle se bat la Banque nationale suisse. Alors, quand je prends l'exemple du franc suisse, c'est bien entendu à dessein. S'il y a bien une monnaie dont on avait du mal à imaginer qu'elle pouvait justement en passer par une dévaluation, c'est bien ce genre de monnaie qui, de toute éternité, enfin depuis en tous les cas qu'on écrit quelques ouvrages sur le change, ne cesse d'être définie comme une des monnaies les plus stables, les plus solides, avec bien sûr toute la confiance qu'on doit accorder à une monnaie d'un pays, d'une économie qui est exportatrice, dont la balance commerciale est excédentaire. Et bien entendu, c'est l'un des nombreux charmes de la Suisse et de l'économie suisse. La situation géopolitique, eh bien sûr, là encore, c'est quelque chose qu'on maîtrise difficilement, qu'on ne maîtrise pas. La situation géopolitique est peut-être effectivement relativement apaisée, et dans ce cas-là, les marchés actions ne se soucient pas des relations
américano-iranienne ou des tensions sino-japonaises. Et puis, de temps en temps, on se rappelle à nous à travers des affrontements ou des débats qui semblent être des débats d'un siècle précédent. La situation géopolitique, bien entendu, influe les marchés. Les bruits de bottes ne sont jamais appréciés par les marchés actions. Par contre, les marchés obligataires généralement bénéficient de ce genre de moment, puisqu'ils servent de réceptacle aux investisseurs qui auraient vendu dans la panique une partie de leurs investissements en actions. Je voudrais ici insister, puisque je me trouve face à des investisseurs individuels, sur ce phénomène qu'on qualifie de procyclicité ou de panurgisme. Je m'explique. Voici en violet l'évolution du CAC 40 entre les années 2000 et 2011. Rien de nouveau sous le soleil, sous la pluie. Et voici aussi la part des actions détenues de façon directe ou indirecte du patrimoine financier des ménages, ventilées suivant les différents types de supports. Donc là-dedans, on trouve les actions cotées en direct, les fonds communs des banques salariales, des SICAV et les fonds communs classés sous le nom de OPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière, et ne les oublions pas, les unités de compte qui se retrouvent, vous le savez bien, dans les contrats d'assurance vie qui permettent généralement de diversifier en actions une partie des investissements qu'on fait dans ces contrats d'assurance vie. Eh bien, l'appétit pour les supports actions n'est jamais aussi important, on le voit, que lorsque le marché est haut. Et le désamour n'est jamais aussi important que le marché est bas. Alors, je me permettrai de prendre une comparaison avec la journée que nous vivons. Il faut choisir son moment. Tout à l'heure, vous l'avez choisi, vous êtes sorti où il faisait beau, là, vous avez choisi aussi votre moment pour venir en conférence, il pleut un peu, vous êtes à l'abri, ne bougez surtout pas. J'ai envie de dire que c'est le contraire en tant qu'investisseur. Que quand il fait beau, méfiez-vous un peu des marchés actions, et quand il pleut, dites-vous que le beau temps va revenir. Mais on est bien d'accord les uns les autres, les raisonnements ne sont jamais cartésiens dès lors qu'il s'agit d'épargne ou d'argent. Nous sommes gouvernés par nos émotions. Et donc, nous ne supportons pas l'idée de la perte. Et donc, voir un marché baisser mois après mois, année après année, ça n'encourage nullement à venir en bourse. Pourtant, toute l'histoire boursière nous démontre que ce sont dans ces moments-là que se font les meilleurs achats. Par contre, nous ne résistons pas à l'idée d'investir en bourse dès lors que les marchés sont repartis et que nous recevons un coup de téléphone où notre beau-frère nous dit « Alors, t'en as acheté, ça a encore monté de 15% la semaine dernière. » C'est ça, la procyclicité, c'est ça, le bouton de panurge. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que nous sommes réellement gouvernés par nos émotions et que nous ne sommes pas cartésiens. Nous verrons s'il n'y a pas quelques moyens d'essayer de casser cette sorte de procyclicité et cette sorte d'effet de mode qui nous pousse à ignorer le marché action quand ceux-ci sont bien sûr dans des situations difficiles et au contraire à vouloir les privilégier lorsqu'ils sont à leur zénith. Alors justement, se positionner sur la courbe du risque au rendement, c'est tout l'art de construire son portefeuille. Cette courbe, on la connaît bien, ou on croit bien la connaître. On sait bien que le monétaire, c'est plus rentable et plus risqué. L'obligataire, c'est légèrement plus rentable, légèrement plus risqué. Et puis, il y a les actions. Alors, outre le fait que les actions, c'est par 3 ou 4 dans un portefeuille, si on s'intéresse à les titres en direct, on va y revenir. Je voudrais rappeler ici que les actions, c'est un terme un peu générique. Les actions chinoises ou brésiliennes, c'est en haut à droite, là. Les grandes actions européennes, c'est un peu plus bas. Parce que même si toutes les deux encourent le risque des marchés actions, on rajoute aux actions chinoises, aux actions américaines, le risque ou l'opportunité du change. On va prendre un exemple, qui est celui du Standard & Poor's en 2011. Pour les épargnants américains, pour les actionnaires américains, l'année 2011 était oubliée. Leur performance a été 0.
Mais pour vous, investisseurs français, si vous aviez fait le pari d'investir en début d'année sur, je ne sais, peut-être des parts de SICAV, de fonds communs, de trackers, actions américaines, grandes actions américaines, indice donc Dow Jones, vous auriez progressé de 5%. Parce que le change, le dollar, a progressé de l'ordre de 5% contre euro. Vous auriez eu un gain de change. Donc, pour vous, ce n'est pas forcément une mauvaise année si vous avez fait un pari sur une partie de votre portefeuille en actions américaines au cours de ces dernières années. J'ajouterais quelque chose que je m'étais promis d'ajouter et que j'ai un peu oublié. J'ajouterais que ce n'est pas parce que la croissance économique n'est pas très forte dans certaines de nos vieilles économies qu'il n'y a pas ici ou là une innovation technologique. Je ne sais pas, sans publicité aucune, on peut tous se rappeler qu'en ce moment sort un nouveau produit avec une pomme dessus et un chiffre 5, lequel devrait peu ou prou créer quelque chose comme 0,5% de croissance supplémentaire aux États-Unis. Comme quoi l'innovation, la recherche, l'innovation, la créativité, voilà des éléments moteurs dans une économie, même quand cette économie ne va pas forcément très bien, même quand dans cette économie, les consommateurs cherchent toujours, ou les citoyens américains cherchent toujours à se désendetter, quand ils ont un taux de chômage qui reste élevé, quand le prix d'immobilier commence tout juste à se stabiliser aux États-Unis, voire même légèrement à repartir, mais ça demeure à confirmer. Donc quand l'effet richesse de l'immobilier, qui compte énormément dans la mentalité des Américains pour que ceux-ci retrouvent ou non les chemins des supermarchés, eh bien, même si ces éléments-là ne sont pas au rendez-vous, on n'est pas certain qu'ils soient au rendez-vous, s'il y a une innovation technologique, s'il y a quelque part un moteur qui vient s'allumer, eh bien, on a tout à coup une possibilité de croissance un peu supérieure. Mesdames et messieurs, dès lors qu'il y a un peu de recherche, qu'il y a un peu de créativité, eh bien, il y a quelque part un peu d'espoir de voir l'économie repartir, au moins sur cette base, et ce n'est pas une chose à négliger. Alors, avant de construire son portefeuille, on va voir quelques techniques de base. J'espère que je suis dans les temps, oui, je crois. Pour le moment, personne ne vient me dire qu'il me reste un quart d'heure, donc ça doit aller. Je crois qu'une fois de plus, nous insistons beaucoup là-dessus à l'école de la bourse. Il y a toujours un certain nombre de questions à éclaircir. Mon horizon de placement, combien de temps est-ce que je dispose? J'ai 30 ans, mon horizon de placement, il est de 3 ans. Parce qu'on va avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, et dans 2 ou 3 ans, il va falloir pousser les murs. Et donc, on aura des projets immobiliers et ils vont être structurants pour nous. Donc voilà, ce n'est pas un problème strictement d'âge, c'est un problème tout simplement de perspective. Est-ce que j'ai des projets? Pas. Qui vont m'obliger à changer l'ensemble de mon dispositif patrimonial. Si ce n'est pas le cas, j'ai une espérance de vie qui n'est pas négligeable et ça doit me permettre de pouvoir manœuvrer, y compris dans mon contrat d'assurance vie. D'après vous, quelle est la durée de vie moyenne d'un contrat d'assurance vie? Combien de temps ça dure, en moyenne? Allez, des chiffres comme ça, au hasard. 10 ans à ma gauche, 8 ans au milieu. Qui est mieux? 18 ans. 18 ans d'après les plus grandes compagnies d'assurance vie. Une moyenne de 18 ans en contrat. Ça doit permettre quand même de se diversifier ou de tenter quelques manœuvres sur le long terme. Ok, 15 minutes. Ensuite, deuxième question. Je m'arrêterai là au niveau des questions. C'est une question, je sais, qui est plutôt choquante. Qu'est-ce que vous allez chercher en bourse? Le profit. Combien? Vous voulez combien? Quel pourcentage? Et souvent la réponse est le maximum, on va quand même pas se mettre de limite. Et là, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on va revenir sur quelque chose de désagréable. Si jamais ça peut marcher. Non. Vous êtes rentré ou vous n'êtes pas rentré dans les années 97, 98, 99. Bon, c'est pas bon. Alors, rentré avant, vous cherchiez quoi?
le maximum, a monté de 20%, content, monté de 50%, très content. Ça a doublé, vous êtes très très content. Et ça a chuté, vous êtes moins content. Mais vous avez bien l'objectif? Oui, le maximum. Donc c'est pas le bon objectif. Mais si votre objectif c'est 50% de hausse, même 100% de hausse, peut-être excessif encore qu'aujourd'hui, eh bien c'est un objectif chiffré, mesurable, opposable, que vous pouvez vérifier, que vous pouvez faire évoluer, changer au cours des mois ou des années où vous ferez cet investissement. Mais, vous savez, souvent je prends cette image, hein, ces marins qui prennent la mer, la haute mer, ces beaux bateaux, s'ils n'ont aucun objectif, s'ils ne savent pas où ils vont, il y a des chances qu'ils se perdent. S'ils savent où ils vont, ils mettront sûrement plus de temps à atteindre leur objectif. Hein, ils auront des vents contraires, n'en doutez pas. Ils auront des moments où ils seront encalminés, il n'y a plus de vent du tout d'ailleurs, même pas contraire, ils ne bougeront plus. Mais ils finiront par arriver, parce qu'ils ont un objectif. Ah, je crois qu'il faut se définir des objectifs. Et si vous voulez un chiffre pour vous aider à définir un objectif, eh bien, je tire ce chiffre des études de l'INSEE sur les performances moyennes des actions. Je tire ce même chiffre d'une étude faite par le London School of Economics, qui chaque année sort des études sur les performances des marchés actions européennes, mondiaux. Les deux nous disent les performances moyennes des actions françaises, dividendes réinvestis, c'est de l'ordre de 7%. Donc le potentiel, c'est ça, le potentiel du marché action en France, c'est de l'ordre de 7%. Si vous faites 7-8%, vous serez dans la moyenne historique. Si vous faites 20%, vous serez près de l'avance. Si vous faites moins 20, vous êtes en train de corriger dans l'autre sens. Ça veut quand même dire quelque chose. Par an, dividendes réinvestis. Ça veut dire, sur une période longue, c'est-à-dire depuis qu'on a des statistiques, c'est-à-dire les années sur une période réelle, sur les périodes longues. Alors, je pense que c'est les années 1870 à 2011, quelque chose comme ça. Ça donne une idée. Parce qu'on a des périodes de croissance économique, on a des périodes de récession, on a des périodes de guerre, on a des périodes où il y a de l'inflation, on a des périodes où il y a, au contraire, de la désinflation. Ça donne une idée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 10 années de suite, si vous avez du 7%, vous doublez votre capital. C'est une idée, c'est théorique, mais ça permet de raisonner. Peut-être de ne pas trop rêver. Et quelle est la performance comparée entre les actions et les obligations d'État? Toujours revenus réinvestis, dividendes d'un côté, coupons de l'autre. Ben c'est 2 à 3% de différence. Les actions font généralement 2 à 3% de plus que les obligations d'État. C'est pas vrai ces 10 dernières années. C'est pas vrai depuis 1987. C'est vrai sur des périodes plus longues. Alors, j'avance parce que je crois que j'arrive presque à la limite du temps qui m'est imparti. J'avance en indiquant à travers ce graphique que si on s'intéresse au marché action, en tout état de cause, on va supporter ou encourir le risque action. Je l'ai mis à niveau de 30 ici. Si je construis mon portefeuille avec 1 à 5 valeurs, eh bien je vais être à un niveau extrêmement élevé en risque, beaucoup plus élevé que le marché action. Or, vous savez bien, les Français ne supportent pas le risque en action. Ils ne supportent pas d'avoir un niveau de risque supérieur au marché de l'action. Alors, l'idée consiste à dire, si je construis un portefeuille en ligne directe, avec des titres en direct, eh bien, je vais essayer de reconstruire une sorte d'échantillon, une vingtaine de valeurs, choisies dans un nombre significatif de secteurs, et je vais, avec cela, remettre le niveau de mon PEA ou le niveau de mon portefeuille titre au niveau du risque du marché, ni plus ni moins. Je crois qu'il faut bien être conscient de cela. Une vingtaine de valeurs, c'est largement suffisant. 40, 50, 60 valeurs, regardez, on va jusqu'à 70. Voilà, vous êtes un collectionneur, c'est très bien, vous êtes très sympathique, mais vous n'améliorez pas la diversification de votre portefeuille. Et puis je vous mets au défi de suivre les 60 valeurs au quotidien, hein, ou même une fois par semaine. Alors qu'une vingtaine de valeurs, quand même plus raisonnable. Alors, faut-il choisir plusieurs secteurs? Je crois que oui, y compris les années terribles de 2010 à début 2012, nous montrent en zone euro les performances des différentes, des grands secteurs de la cote, tous en négatif, ou quasiment tous en négatif, à part les biens de consommation et la santé.
Et puis, en bleu, la zone euro, en orange, les États-Unis. Tiens, c'est marrant. Aux États-Unis, il n'y a pas eu exactement le même comportement de toute une série de secteurs. Il n'y a pas la même réglementation, il n'y a pas les mêmes événements politiques, on est d'accord. Mais un jour ou l'autre, il va falloir corriger. Et là, c'est pas que le change, hein, les 5% de hausse en 2011 qui expliquent tout ça. Est-ce qu'il faut s'intéresser à différents pays? Je serais plus nuancé. J'ai un peu le sentiment qu'il y a quelques années, on se disait, en diversifiant mon portefeuille, non seulement avec de grandes valeurs européennes, parce qu'aujourd'hui, hein, y compris les grandes valeurs françaises, elles sont plutôt européennes, voire même mondiales. Grandes valeurs européennes, je vais rajouter un peu de valeurs américaines, pas de diversification. Peut-être des valeurs des pays BRICS, on a cru longtemps que c'était une forme de diversification efficace, c'est-à-dire que si les grandes valeurs européennes se portaient mal, on pouvait espérer quelque chose de positif sur les valeurs des pays BRICS. Eh bien, la terrible année 2010-2011 nous montre que ce n'est pas le cas. Quand les marchés vont au tapis, tous les marchés vont au tapis, et la diversification géographique ne peut pas grand-chose à tout cela. Pourquoi ? Parce que nous avons connu depuis l'année 2008 et depuis la faillite de Lehman Brothers une recorrélation, c'est-à-dire que là ce graphique nous montre si entre des indices boursiers des pays de l'OCDE et puis par exemple des placements en matières premières, s'il y a une diversification réelle, c'est si on est plutôt en bas, ou s'il y a au contraire une corrélation, c'est-à-dire que si tout le monde monte en même temps, tout le monde baisse en même temps, on se dirige vers le 1, et bien depuis l'affaire Lehman Brothers, il n'y a plus beaucoup de classes d'actifs qui soient décorrélées face aux grandes actions des pays OCDE. Quand le stress ou la crise ou la peur rôde sur les marchés, c'est la même chose sur les marchés de matières premières qui ne sont pas un actif qui permettent une totale diversification dans un portefeuille. Alors, je passe rapidement là-dessus sur une dernière diapositive pour vous laisser, j'espère, le temps de poser quelques questions. Comment lutter contre la procyclicité? Et un des moyens consiste, ainsi que nous démontre ce graphique, à deux solutions. J'ai un capital à investir en bourse, soit j'investis ici 2400 € en décembre 99, en une fois, parce que ça a bien monté, et tout le monde investit autour de moi, donc j'y vais. Et puis j'y vais avec tous les moyens que j'ai, 1400 €, peu importe. Soit ces 2400 €, je les investis régulièrement sur plusieurs années. Alors ici, via des SICAV, des fonds communs, peu importe. Et je les investis à raison de la même somme, sur la même SICAV, investi sur les grandes valeurs par exemple, à raison d'une centaine d'euros tous les mois. Et si je le fais, trimestriellement, pardon, si je le fais, je me dis je le fais y compris quand les marchés baissent. Et ça, c'est le secret qui me permet en bout de course, en décembre 2005, de ressortir avec une performance positive, alors que celui qui a investi la totalité de la somme en décembre 99, parce que tout le monde le faisait, se retrouve en négatif. Mais là, mesdames et messieurs, ça oblige ce genre de discipline à lutter contre l'allergie au risque de perte et à s'obliger à investir régulièrement, y compris dans les périodes de baisse, puisque, comme le disent un certain nombre d'observateurs, après la pluie, vient le beau temps. Avez-vous des questions? Des questions? La fiscalité. On va commencer par la fiscalité. Il n'y a que ça d'intéressant en ce moment. La fiscalité. Il y avait une diapositive sur la fiscalité. C'est fini. Non, non, il n'y en a pas. Je n'en mets plus. J'attends. Je lis les journaux et je lis, par exemple, ce matin, que les pouvoirs publics ont laissé espérer ou entendre, ou devraient annoncer, que les dividendes d'actions encaissés sur les comptes titres, les comptes instruments financiers, hors PEA, continueraient à bénéficier de la raréfaction de 40%. Mesdames et messieurs, il s'agit là non pas d'une information, mais de fuite. Donc, je vous engage à faire comme je le fais depuis de longues années,
à attendre dans la loi de finances pour savoir à quelle sauce les uns et les autres nous ferons manger. On nous annonce aussi une sorte d'abattement de 2 000 € sur les intérêts en aide de fiscalité. On nous annonce aussi un renouveau du PEA et une sorte d'incitation à investir dans les PME innovantes. À l'intérieur du PEA actuel ou d'un PEA bis, je ne sais pas. Et donc, madame, pour répondre à votre question sur la fiscalité, je vous encourage les uns et les autres à attendre, sereinement, les règles qui nous seront fixées par la loi de finances. Peut-être avec cette idée que le pire n'est jamais certain. D'autres questions? Monsieur au premier rang. Monsieur au premier rang. Attendez, monsieur. C'est moi qui donne la parole. Donc je vais la donner au monsieur au premier rang. J'ai bien noté que vous aviez une question. Et un autre monsieur au premier rang et d'autres personnes. D'abord le monsieur au premier rang. Je vous écoute, monsieur. Je répéterai votre question. À propos de la fiscalité, est-ce que l'actuelle possibilité de report sur les 10 années suivantes des plus ou moins values peut être remise en question? Écoutez, les règles du jeu en matière de fiscalité sont entre les mains du pouvoir public, et donc une décision peut être apportée, peut être modifiée, peut être maintenue, tout est possible. Donc, monsieur, oui, tout est possible. La loi de finances va nous le dire. Si le président de la République a dit qu'il était ennemi de trop de changements dans la fiscalité. Donc espérons que les futurs changements tiendront pendant le quinquennat. Et dans ce cas-là, on aura des règles claires pendant 5 ans. Monsieur, dans le fond, qui voulait à tout prix poser une question, va pouvoir la poser. Bon, alors je voudrais savoir, quelles sont les actions que vous me recommandez? Est-ce qu'il faudrait toujours acheter du Hermès ou du Air Liquide ou du LVMH? Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Ceux d'entre vous qui connaissent les codes de la bourse savent que nous sommes des formateurs en faisant de la pédagogie. Nous essayons d'évoquer avec vous des règles du jeu, des règles de gestion de portefeuille, mais que jamais, au grand jamais, nous ne donnons de conseils boursiers. Nous vous renvoyons à ceux dont c'est le métier. Vous avez des analystes financiers, des gérants, des conseillers en investissement financier, des conseillers gestionnaires de patrimoine indépendants ou pas indépendants. C'est à eux de faire ce travail-là. Simplement, peut-être, je me permettrais de vous donner une règle de vie, celle à laquelle je me suis appliquée à moi-même lorsque j'étais gestionnaire de portefeuille, lorsque je trouvais une étude favorable sur une valeur. Je m'obligeais, avant d'acheter cette valeur, à trouver une étude défavorable pour que rien d'important ne soit laissé dans l'ombre. Merci d'avoir posé votre question, monsieur. Pas tout le monde à la fois. Monsieur, je crois que je vous ai vu tout de suite et après on verra. On va faire ça par rang. Allez, monsieur, premier rang, je vais répéter votre question. Monsieur s'interroge. Je m'interroge de la corrélation entre les indices boursiers, qu'ils soient CAC 40, Nasdaq et DJI, oui, par rapport à l'économie réelle. En d'autres termes, je note depuis 10 ans les indices pratiquement au jour le jour de ces 3 indices boursiers. Bravo, monsieur. Quand je vends ou j'achète une action, je note. D'accord. Hier soir, j'ai remarqué que le CAC 40 avait baissé de 25% par rapport à sa valeur il y a 10 années auparavant, de 31 décembre 2001 par rapport à hier soir, moins 25%. Parallèlement, le Nasdaq a augmenté de 35%. Et le DJI, à peu près pareil. L'écart est d'environ 60-65%. Est-ce que vraiment ça reflète l'économie réelle du continent américain avec la France? C'est une bonne question, pas très facile, mais très intéressante. Alors, d'abord, on remarquera qu'il y a un secteur qui est bien représenté aux États-Unis, c'est le secteur des valeurs technologiques au sens large. On remarquera aussi que lorsqu'un chercheur ou un industriel a une idée à faire financer, il trouve des financements, pas forcément auprès des banques, mais il peut trouver auprès de la bourse, à travers le Nasdaq, un financement, même pour un projet qui peut paraître un petit peu ubuesque. Donc c'est une chose importante que les marchés financiers américains puissent permettre
de financer justement ces innovations. Et je vous ferai remarquer que si on prend un seul exemple qui est Apple, Apple compte aujourd'hui quelque chose comme 5%, un poids de 5% dans le Standard & Poor's 500. Et bien entendu, la performance de ces valeurs, de quelques-unes de ces valeurs technologiques a pu influencer, Microsoft en son temps a eu aussi le même genre d'influence, a pu influencer de manière importante les indices plus larges américains, puisque ces sociétés deviennent aujourd'hui des mastodontes. Donc je crois que je ne redis pas le contraire, mais je redis la même chose que j'ai évoquée tout à l'heure. L'innovation, la recherche, l'arrivée de nouvelles technologies lorsqu'elles sont couronnées de succès, c'est un facteur extrêmement fort pour créer de la croissance économique. Et bien entendu, ça doit assez normalement se retrouver en bourse, y compris dans les indices un peu larges et très normalement dans les indices plus étroits comme le Nasdaq. Voilà. Dernière question. Ouh là là, alors là je vais faire On va donner la parole à une dame, si vous permettez. Est-ce qu'il y a une dame? Madame, au premier rang. Les trackers peuvent nous simplifier l'analyse. Alors, Madame évoque un outil de diversification qui est quelque chose qui s'appelle les trackers ou ETF, Exchange Trading Funds, qui sont des fonds indiciels cotés. Ce sont des SICAV et des fonds communs, tout à fait normaux sur le plan juridique. Simplement, ce qui change avec des SICAV et des fonds communs traditionnels, c'est qu'au lieu qu'il y ait un pilote dans l'avion, qui soit géré par une équipe de gestionnaires, ces fonds indiciels sont investis en totalité dans les 40 valeurs du CAC 40, 30 valeurs du Dow Jones ou du DAX 30 et répliquent, hors effet de change, les évolutions haussières ou baissières de ces indices. Donc cela permet, nous dit Madame, ça nous aide, ça nous simplifie la vie. Je suis d'accord, mais avec une nuance. C'est vrai que cela permet d'avoir accès à des marchés quelquefois un peu compliqués. J'ai évoqué les pays BRICS tout à l'heure. Mais ce sont des instruments tellement efficaces qu'ils peuvent être dangereux. Il n'y a pas de pilote dans l'avion, c'est vous le pilote. C'est à vous de savoir qu'il faut rentrer et sortir. Mesdames et messieurs, si l'accès à ces différentes classes d'actifs est simplifié, eh bien, il n'en reste pas moins vrai que quelque part, il faut un pilote qui réfléchisse, qui anticipe, qui analyse. Et c'est toute la difficulté qui est la vôtre, qui est la nôtre aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que les conférences qui se dérouleront encore au cours de ce village vous aideront à vous faire une idée sur les perspectives des sociétés cotées. À très bientôt, le plaisir de vous rencontrer. Très bien. De composants, plus il est heureux. Le CAC 40, c'est pas le cas. Et puis après, il y a des surreprésentations sectorielles dans le CAC 40. On ne peut pas baser une analyse en prenant en compte ce Prenez le SBS. Donc, il y a beaucoup de valeurs qui ont disparu du CAC 40. Non, mais je l'analyse sur large. Donc l'analyse n'est pas fiable. Alors. Les commentaires que l'on peut faire sur le CAC 40, Les commentaires ne sont pas forcément fiables. Ça. Il faut savoir que le CAC 40 a beaucoup évolué et donc effectivement vous ne comparez pas le même CAC 40. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle M3. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de création monétaire ou pas? Est-ce que M3 a plutôt augmenté ou plutôt diminué? C'est une première chose. Alors, vous regardez. Alors là, vous allez trouver ça dans les journaux. De temps en temps, vous aurez des échos sur. Vous faites une recherche sur Google News. Et vous regardez le sentiment des gérants, le niveau de liquidité des investisseurs. Il faut que tous. Votre opinion sur les données arriver ici pour s'installer aussi.